Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir 2 fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves plus ou moins faciles, des moments parfois désagréables, mais qui avaient leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser ces épreuves et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations que vous pouvez retrouver sur votre plateforme préférée. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Michel Poulart. Bonjour Michel. Bonjour Virginie, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. J'allais te poser la même question. Comment tu vas? Écoute, tu vois, je me refais pousser la barbe, donc c'est bon signe. Ah, d'accord. Donc, je ne savais pas que c'était un signe. Non, c'est pas un signe du tout, c'est pas un signe du tout. C'est juste que tu as la primeur de voir ma nouvelle barbe. Voilà. Ah, bah Pendant le écoute. confinement, j'étais glabre, maintenant la barbe revient. Eh bien, j'en suis honorée. Alors, Michel, je te connais depuis peu de temps. Quelques mois seulement en fait, et au début je t'ai découvert eh bien grâce à ton ami Steve Doupeux, voilà, grâce à une vidéo que vous aviez faite ensemble concernant le projet 66. Projet 66 qui est donc une aventure dont l'objectif est d'emmener des entrepreneurs, des dirigeants, des managers sur la route 66, donc aux États-Unis, pour leur proposer une expérience immersive décalée et métaphorique pour développer leur zone d'audace et leur leadership. En tout cas, c'est comme ça que cette aventure est proposée. À ce moment, quand je vois cette vidéo, en fait, je ne sais pas qui tu es. Et puis, je retiens même pas les noms. Je vois Steve avec un ami à lui qui a l'air bien sympathique. Et puis, les semaines passent et je revois ton nom à un moment donné dans un livre dont j'ai fait la relecture cette année, puisque tu écris la préface du premier livre d'Isabelle Raccouchot, une amie qu'on a en commun. Là, on est à la deuxième fois où je vois ton nom. Troisième fois, et c'est ce qui fait que je vais commencer à te suivre, c'est pendant le confinement, tu crées une émission que tu animeras quotidiennement, en simultané sur YouTube et sur Facebook pendant plus de 100 jours, de 22 heures jusqu'à minuit passé des fois. Et c'est une émission anti-morosité qui évoluera, tu la feras évoluer au cours des jours. À la fin, elle s'appellera le Talk Talk Show, auquel eh bien, j'ai eu le grand plaisir de participer. Et j'ai même eu l'honneur d'être ta 100e participante pour ta 50e émission. Et à ce moment-là, tu dis que c'est le plus beau jour de ta vie professionnelle. Alors, oh, non, je l'ai pas pris pour moi. J'ai bien compris que c'était pas parce que j'allais arriver dans ton émission. Et je vais vous dire dans quelques instants pourquoi c'était le plus beau jour de sa vie professionnelle. Alors, si vous ne connaissez pas Michel, eh bien, vous n'allez pas regretter de le découvrir aujourd'hui. À la rigueur, le seul regret que vous pourriez avoir, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Alors, Quelle perte de temps! ouais, Oh! franchement, là, mais comme je crois qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie, on prend ce qui arrive et le plaisir. Alors, tu es né en Belgique, c'est ça, hein, tu es Ouais, belge? Tu es toujours oui, belge ou pas? pour le moment, oui. Je crois que tu te fais taquiner un petit peu par Je me certains fais Belges. taquiner, mais c'est pas grave, je vais demander la double nationalité française parce que comme je voyage beaucoup, c'est très ennuyeux de devoir à chaque fois aller à Paris, à l'ambassade pour faire un passeport. Enfin, D'accord, ouais, c'est toujours des trucs, c'est plus administratif qu'autre chose. Ça m'embête plus qu'autre chose. Donc, oui. voilà, il y a un moment donné où j'aurai une double nationalité pour avoir un passeport français, juste pour des facilités Oui, administratives, en fait. ben oui, ouais. Et alors, j'ai cru comprendre que tu avais fait un passage aux Pays-Bas, Un gros passage. un gros 12 ans, c'est ça? Tu as passé C'est 12 ans? ça, c'est Voilà. ça, c'est ça. 12 ans aux Pays-Bas pour des raisons professionnelles au départ, et même je crois qu'au départ, tu pars juste pour 2 ans, c'est ça? Pour une mission de 2 ans? Voilà.
C'était une mission de 2 ans, et puis ben, tu tombes amoureux, et puis quand l'amour se mêle de tout ça, qu'est-ce que tu fais? Ben, ça chamboule ta vie, et tu restes dans un pays dont tu n'avais pas l'intention d'y rester. Donc voilà, donc j'y suis resté au final 12 ans, effectivement, à cause de l'amour. Et Et aujourd'hui, tu… je l'ai quitté parce qu'il n'y avait plus d'amour. Ah ben oui, c'est des choses effectivement qui arrivent. Et je crois Absolument. qu'aujourd'hui, tu vis, enfin c'est pas je crois, je suis sûre que tu vis dans le sud-ouest de la France. Eh bien, tu crois bien, Voilà, effectivement. notre beau sud-ouest, hein, parce que moi aussi je vis dans le sud-ouest, mais autant au sud. Et puis toi, je crois que tu as la mer pas très loin, enfin beau, Ah une belle… ben, quand on a le vent d'ouest, j'entends les vagues. Donc, donc une belle région. Et alors, après plus de 15 ans de salarié, en fait, toi, tu rêvais que d'une chose, tu voulais devenir conférencier professionnel. Et en 2006, eh bien, tu commences à donner des conférences à l'américaine, inspirantes et motivantes. Et tu combines eh bien, le salariat et la création de l'entreprise de tes rêves, qui est de devenir un coach et un conférencier à renommée internationale. Tu veux en faire ton activité principale, alors qu'en France, beaucoup te disent que c'est impossible de faire ça en France. C'est bon pour les Américains, mais que pour les Français, ça ne va pas le faire. Mais tu t'armes de patience, de travail, de formation. Et aujourd'hui, eh bien, tu fais partie de ces rares conférenciers professionnels à vivre de leur activité. Et tu te définis comme un optimiste professionnel, puisque toi, tu es payé pour ça. Je suis payé pour être optimiste. Eh, la vie est belle, non? Ouais, de quoi se plaint-on, franchement? Alors, on va quand même en revenir au plus beau jour de ta vie, parce que les gens là qui ne sont pas au courant, ils se disent non, mais elle va nous le dire quand même, pourquoi ce plus beau jour de la vie. Eh bien, tu as obtenu ce qu'on appelle, alors il faudra m'excuser pour mon accent, le CSP, qui veut dire Ouais, c'est bien. Certificate Speaking Professional. C'est ça? Certified Speaking Professional, exactement. Ouais. Voilà, parfait. Qui est, ce que tu dis, c'est comme l'Oscar, en fait, des conférenciers professionnels. Donc, c'est une reconnaissance de ton talent. Et je crois qu'en France, d'ailleurs, vous n'êtes que 4 ou 5 à l'avoir. On n'est que 4 à l'avoir. On n'est que Voilà. 4. On est donc 2 à l'avoir obtenu cette année. Et il y avait Michael Aguilar il y a 2 ans. Donc, on est 4 à effectivement avoir un CSP en France, ce qui est donc extrêmement exceptionnel, effectivement. C'est ça. Donc, je comprends bien que c'était le plus beau jour de ta vie. Tu Ah avais bah, mis… quand tu imagines que mondialement, dans le métier de la conférence, donc quand on parle de conférenciers professionnels qui sont adhérents d'associations de conférenciers, il y a des associations, donc il y a une fédération de conférenciers internationale, et cette fédération englobe plusieurs associations sur différents continents et différents pays. Sur tous les conférenciers professionnels du monde enregistrés dans toutes ces associations-là, il n'y a que 12% de ces conférenciers-là au monde qui l'ont. Donc c'est quand même, c'est quelque part non seulement un saint graal, mais une vraie reconnaissance métier, effectivement. C'est ça. Donc effectivement, je comprends bien qu'à ce moment-là, c'était un merveilleux jour qui est quand même l'aboutissement de longues années de travail, de persévérance et de garder, la foi, quoi, de se dire malgré ce qu'on me dit, je sais que je vais y arriver, quoi. Donc C'est ça. vraiment, j'étais du coup très honorée d'être à ce moment-là et de partager ton émotion. Tu es aussi le fondateur de l'école des conférenciers professionnels, parce que tu as cette passion, cette envie de vouloir transmettre, toi, ce que tu as appris. Et tu as aussi cofondé la journée de l'audace Oui, avec Yannick Alain. tout à fait. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un grand honneur et vraiment un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui dans mon… Alors, ce n'est pas une émission, mais dans ma série de vidéos inspirantes. Et je te remercie vraiment voilà, d'accepter mon invitation. C'est… Merci de m'accueillir. Bon, bah, écoute, avec plaisir. Alors, au niveau de la présentation, est-ce que ça te convient? Est-ce que j'ai respecté les dates, les durées Tu as fait un superbe travail. Tu as fait un superbe travail. Tu as dit tout à l'heure que après 15 ans de salariat, j'ai voulu devenir conférencier. J'aimerais peut-être ajouter que ces 15 ans se sont transformés en 20 ans parce que, bien entendu, je ne suis pas devenu conférencier professionnel du jour au lendemain. Et ce qui est quand même important, je pense, pour que les gens comprennent, c'est que je n'ai pas quitté mon job du jour au lendemain pour devenir conférencier professionnel. Je ne suis pas parti de rien. C'est que j'ai profité de ce salariat. Et moi, le télétravail, je le faisais déjà il y a 20 ans. Mmh. Donc aujourd'hui, le confinement a fait que les gens ont télétravaillé, mais moi, j'ai commencé à télétravailler en 2000, Oui. donc pour une entreprise néerlandaise, puisque je travaillais pour une entreprise néerlandaise.
Et donc, j'ai pu effectivement construire mon métier et mon entreprise alors que j'étais encore salarié. Donc, si tu veux, j'ai commencé au bout de 15 ans, mais ça m'a pris à peu près 6 à 7 ans Ouais. avant de pouvoir lâcher mon métier, pouvoir vivre de ce métier, parce que moi, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je voulais pas juste donner des conférences occasionnelles, je voulais vraiment en vivre. Je Oui. voulais faire de cette activité une activité principale, chose qui était impensable quand j'ai commencé il y a 13-14 Oui. ans. C'était complètement impensable. On m'a traité de fou. Donner 20 conférences par an, ça c'est accessible à tous, mais en donner 80, 90, 100 par an, ça en revanche, ça ressort un petit peu de l'exceptionnel. Et aujourd'hui, en France, il n'y a qu'une vingtaine de professionnels qui vivent exclusivement de ce métier. Donc, quand bien même des milliers de personnes s'affirment être conférenciers, hein, vous savez, coach, auteur, conférencier, sophrologue, Oui. podologue, psychiatre, etc. On met conférencier dans toute cette liste. Bon, et beaucoup de gens ont fait une conférence dans leur vie qui est Oui, c'est souvent, ça, ouais. Ouais. souvent une contraction de plus une formation qu'une conférence et se disent conférenciers professionnels. Ça me fait un petit peu sourire. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais des conférenciers qui en vivent en France, il n'y en a qu'une vingtaine. Ouais. Et ça montre, déjà, ça montre un aspect, on va dire, de ta personnalité qui est quand même la persévérance et le fait de se dire, j'ai un rêve, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, ça va nécessiter du travail, dépasser certaines épreuves. Et moi, j'avais envie, si tu es d'accord, qu'on reparte un petit peu peut-être dans ton passé, alors peut-être d'enfant, d'adolescent, je ne sais pas, ce que tu auras envie de nous dire. Et quelles ont été les épreuves que tu as pu vivre qui font que tu es l'homme que tu es aujourd'hui? Alors, il n'y a pas que les épreuves, il y a aussi les succès qui font Oui, qu'un homme ou une femme est ce qu'elle est aujourd'hui, hein. oui, On a parfois tendance à penser qu'aux épreuves, mais il y a c'est aussi les vrai. bonnes choses. Oui. Euh, alors, tu veux que je te parle de mon enfance? Alors, bon, tu as 3 heures? Ah ben écoute, j'avais pas prévu, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois aujourd'hui, puis tu te revendiques comme étant un optimiste professionnel, mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que cet optimisme, tu l'as eu en naissant? Est-ce que tu as toujours été optimiste? Moi, ça m'intéresse. Euh, je, je crois que oui. Oui. Je crois que oui, c'est toujours difficile à identifier. Et ça me permet de rebondir sur une étude qui a été menée maintenant il y a 5 ou 6 ans par le professeur Shally Tarrott, qui est une Anglaise qui vit aux États-Unis et qui travaille dans les sciences cognitives. Oui. Et la question est répondue aussi avec la génétique. La Mhm. question ancestrale est-ce que l'on est optimiste ou on le devient? Oui. Aujourd'hui, la science a répondu à cette question grâce à la génétique. D'accord. Aujourd'hui, on sait que tous les êtres humains, tous, sans exception, sauf les psychopathes, les Oui. vrais psychopathes, c'est-à-dire les Oui. psychopathes qui ont un déficit en neurones miroirs, Oui. mais tous les êtres humains naissent avec le génome 5-HTT, qui est aussi appelé le gène du bonheur. Et D'accord. comme nous naissons tous avec ce gène, nous avons tous en nous, c'est inscrit en nous, cette capacité à voir le monde de façon positive. Oui. Maintenant, bien entendu, pourquoi certaines personnes sont plutôt négatives, pessimistes que d'autres, c'est notre environnement, c'est notre éducation, c'est l'expérience de vie. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a tous la capacité à être optimiste. Donc, on est tous avec cette capacité à être optimiste. Maintenant, effectivement, un environnement familial peut faire que ça favorise l'optimisme. Et oui. Donc, moi, j'avais un environnement familial où, effectivement, on riait tout le temps et où j'entendais régulièrement mes parents dire peu importe, on trouvera une solution, on ne sait pas comment, on trouvera une solution. Et ça commence par ça, l'optimisme, c'est de se dire Oui. on ne sait pas comment, mais on trouvera une solution. Mm. Ensuite, dans mon état d'esprit, j'étais toujours le gamin qui avait toujours 1001 idées à la minute, qui avait toujours des solutions. J'étais le confident de toutes les filles du collège. C'était frustrant aussi, hein, parce que toutes les filles, toutes les amies étaient dans la friend zone, donc personne ne veut sortir avec toi. Donc, tu es celui qui connaît toutes les histoires de cœur de toutes les filles, mais toi, tu n'en as pas une. Donc, c'est bien rageant. Et puis, j'ai toujours été très dynamique, très actif. Quand il y avait quelque chose à organiser, quand on organisait des soirées, ben, c'est moi qui organisais les soirées. Des booms, on appelait ça des booms à l'époque, hein. Oui. Ça paraît tout bête, mais tu commences à organiser des booms avec des petites affichettes. Donc, très tôt, j'ai été et optimiste et leader dans tout ce que j'entreprends. En fait, j'ai souvent été le moteur de plein de choses à organiser. Euh,
Et effectivement, j'ai fait aussi beaucoup de théâtre, donc ça aussi, ça aide, etc. Donc j'ai eu une jeunesse très, très riche en ce qui concerne développement de l'optimisme, développement du leadership et développement de la théâtralité. Ouais. Et tu parlais de tes relations avec les autres. Tu disais voilà, que tu étais celui qui était capable d'organiser, donc de fédérer. Et du coup, tes relations avec les autres étaient faciles, en fait. Ça facilite le fait d'être comme ça. C'est plus sympa parce qu'on est… En fait, j'ai toujours été comme ça, parfois même à la plus grande frustration de ma mère, c'est que j'étais un mec qui avait peur de rien ni de personne. Donc, tu D'accord. imagines bien que j'avais peur de personne. Donc, je disais bonjour à tout le monde, que ce soit Oui. adulte ou pas adulte, blanc, noir, jaune. J'étais toujours avec des gens. J'étais toujours au centre. Alors, j'ai toujours adoré être au centre de l'attention. Oui. Alors, ça, c'était aussi pour cacher aussi un profond mal-être. Hein. Comme beaucoup d'adolescents, je suis passé par cette phase où je me sentais mal dans ma peau, comme tout le Mhm. monde. Euh, donc, mais pour cacher mon mal-être, j'étais extrêmement social. Je riais beaucoup. J'étais le clown de la classe. Je me souviens d'une période de ma scolarité où j'étais plus souvent dans le couloir que dans la classe parce que le prof n'en pouvait plus de mes pitreries, tu C'est vois. ça. C'est que c'est sympa un pitre dans la classe, mais 5 minutes, quoi. Parce que, bon… Voilà, donc il y a une période où j'ai passé plus de temps dans le couloir que dans la classe. Et tu parles de cette dualité, en fait, quand on est jeune, adolescent, ben, des fois ça peut continuer à l'âge adulte. Tu avais cette dualité avec d'un côté un certain mal-être, comme on a pu quasiment tous vivre, hein, je pense, quasiment tous les adolescents passent par cette phase-là. Et ce côté un peu, voilà, comme tu disais, clown, qui amusait la galerie. Euh, Est-ce que ça, à un moment donné, ça s'est réuni, c'est-à-dire que ce côté mal-être a disparu petit à petit, ou, ou est-ce qu'il y a encore cette dualité en toi, Alors j'espère qu'il y a une dualité parce que je pense qu'aucun être humain ne peut être équilibré s'il n'a pas ses zones d'ombre, mais s'il n'est pas aussi en phase et en paix avec ses zones d'ombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes zones d'ombre, je les assume complètement. On ne peut pas affirmer ne pas vouloir avoir de zone d'ombre. Ce serait déséquilibré, ça me ferait peur, moi, de fréquenter quelqu'un qui me dit qu'il n'en a pas. Ça me ferait Oui, vraiment peur. Donc oui, bien sûr, j'ai toujours mes zones d'ombre, mais voilà, je les ai gérées. Aujourd'hui, j'ai 49 ans quand même, mais ça m'a pris 30 ans. oui, c'est Ça m'a ça. pris 30 ans avant de me rendre compte, c'est ce qui a causé mon burn-out, c'est ce qui a fait aussi que j'ai quitté les Pays-Bas. C'est-à-dire que toute ma vie, comme beaucoup de gens, j'ai plutôt vécu dans le moule pour correspondre à un modèle sociétal, pour correspondre à ce que les gens attendaient de moi. Moi, j'étais souvent l'extraterrestre de service qu'on pointait du doigt, qu'on ne Ouais. prenait pas toujours au sérieux. Et pareil, quand je travaillais, on ne me prenait pas toujours au sérieux parce que je rigolais tout le temps. Néanmoins, il y avait aussi un paradoxe, c'est qu'on ne me prenait pas au sérieux, mais c'était moi qui avais les meilleurs résultats de l'entreprise. C'est moi qui faisais le plus gros chiffre d'affaires, c'est moi qui avais le plus de clients. Donc, quelque part, il y avait bien quelque chose qui fonctionnait. Ça suscite aussi la jalousie, ça dérange. Quelqu'un qui vient le lundi matin et qui a la pêche dès le lundi matin, alors que la plupart des collaborateurs ont besoin de 10 cafés, ça dérange. Et oui. Donc, j'ai aussi appris à vivre avec ce regard de gens qui me regardent et dont je sais que je dérange. Oui. Donc, ça aussi, c'est sympa. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je m'en fous du regard des autres, je sais que je dérange. Et ça m'amuse aujourd'hui, en fait. Donc, mais c'est ce qui fait aussi que je fais ce métier. Tu ne peux pas faire ce métier sans vouloir déranger les uns et les autres, mais gentiment, avec Oui. bienveillance. Hein. Et voilà. Donc, j'ai appris à vivre avec ça. Donc, pour répondre à ta question, ça m'a pris 30 ans pour apprivoiser tout ça. Ça m'a pris 30 ans pour comprendre que j'avais ma propre personnalité et que je devais sortir de ces modèles sociétaux pour enfin devenir moi-même. C'est ce qui a causé une rupture dans ma vie. C'est mon burn-out, ça a été une vraie révélation. J'ai tout plaqué. J'ai déménagé dans le sud-ouest de la France pour recommencer à zéro dans une région où je ne connaissais personne, avec une promesse, une seule. C'est maintenant que tu prends ta vie en main, que tu as le courage de tout plaquer, parce qu'il en faut du courage, Oui. eh bien, je me suis fait la promesse d'être moi-même et de me trouver des amis qui vont m'aimer pour ce que je suis réellement et pas pour ce qu'ils attendent de moi. Donc, il y a eu un point de rupture à un moment donné, tu t'es Absolument. dit, mais il y avait des prémices en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait des choses, ton burn-out, tu l'as fait donc avant de prendre cette décision, enfin, c'est à peu près à ce moment-là peut-être que tout s'est enclenché, mais là tu t'es dit, il faut que je reprenne ma vie en main, donc c'est ça, c'est une bascule complète qui fait qu'à un moment donné, En fait, c'est une notion de responsabilité. C'est même pas il faut que je reprenne ma vie en main. Je l'ai jamais eu en main.
D'accord. Faut que je la prenne en main. C'est pas la même chose. Ouais. Parce que Oui, toute ma vie, je me suis laissé bercer par mon environnement. Voilà. Et puis, avec ce désir de plaire, avec la peur de l'abandon, comme beaucoup de monde, hein, moi aussi, j'ai eu mes blessures. Donc, je voulais plaire, je voulais que les gens m'aiment. Et donc, quand tu veux que les gens t'aiment, ben, tu ne dis jamais non. Donc, tu fais toujours tout. Donc, tu as mis un projet. Donc, voilà. Donc, tu vois, je suis pareil que tout le monde, en fait. mais oui, Et à un moment donné, tu te dis non, mais c'est pas possible. C'est plus possible. Tu vis pour tout le monde. Et une fois que tu as besoin de quelqu'un, il n'y a plus personne. eh oui. Et tu te retrouves livré à toi-même dans une chambre en dessous d'un grenier, chez les amis parce que tu as quitté ta femme, et tu n'as rien du tout, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien qui te plaît, tu te dis, attends, il y a un truc qui merde là, j'aime la vie, il y a un truc qui ne va pas là. Voilà, et je me suis auto-coaché tout seul en fait, avec une prise de conscience vraiment individuelle. D'accord. Et j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, okay, alors, si tu veux vraiment vivre heureux, tu prends ta vie en main, tu prends des décisions, tu fonces, ça va piquer pour le moment, mais Oui. après, tout dépendra de toi. Et c'est à partir de là que ma vie a changé. Donc il y a ce mindset quand même, enfin c'est hyper important à un moment donné de se dire là, je suis responsable et c'est pas les autres qui vont faire pour moi. C'est ça. Ça dépend C'est pas ça. des autres parce qu'on a souvent, enfin quand je dis on a souvent tendance, c'est-à-dire que beaucoup de gens, et mais ça nous arrive, peut-être ça t'arrive encore, je ne sais pas, de rejeter la faute sur l'autre. Après, le tout, c'est est-ce qu'on est capable très rapidement de se dire, attends, là, de toute façon, c'est pas l'autre qui va changer ma vie, c'est moi qui vais devoir agir. C'est un réflexe que tout le monde a, c'est de rejeter la faute sur l'autre ou sur les événements. C'est pas ma faute, c'est la faute au Oui, gouvernement, c'est la faute au Covid, c'est la faute à c'est mon ça. patron, c'est la faute à mes collègues. C'est très très facile. Alors c'est possible que ce soit la faute à, Oui, d'accord. bien sûr. On ne maîtrise pas notre environnement, donc ça c'est un fait. Ouais. Le jour où j'ai compris qu'on ne maîtrisait pas certaines choses, mais que je maîtrisais ce que j'allais en faire, c'est là où ma vie a basculé. Oui. C'est que je me laissais plus embarquer par mon environnement, mais je devenais maître de ce que j'allais transformer dans mon environnement. Et j'ai décidé de quitter l'environnement pour en créer un nouveau. Mm. Et parfois, c'est très, euh, c'est vraiment bénéfique de pouvoir se dire que parfois, alors on pourra en parler pendant des heures, hein, faut-il quitter, est-ce que c'est de la lâcheté, du courage, etc. Dans certains cas, il est bon de vraiment changer d'environnement parce que les environnements sont devenus trop toxiques Oui, pour que tu puisses t'épanouir, tout simplement. mais je te rejoins là-dessus parce que moi, c'est à un moment donné une décision que j'ai prise professionnellement de me dire, là, de toute façon, à cet endroit-là, il n'y a plus rien de possible en fait. Et des fois, il faut. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la crainte de se dire, OK, on part ailleurs, mais est-ce qu'on ne fait pas que déplacer le problème? Alors, on déplace le problème si on ne change rien sur soi. Mm. Là, moi, j'ai connu des gens, j'ai connu une famille, et j'en ai connu une, c'est un truc de fou. C'est des gens qui déménageaient au moins une fois par an Ah oui. parce qu'ils avaient systématiquement des emmerdes avec leurs voisins. Et Mm. jamais ils se sont demandé si les problèmes, ce n'était pas eux, en fait. Oui, parce que le Et point un jour, commun, moi, je quand leur ai même, à dit, chaque fois, c'est. vous avez envisagé que les emmerdes, c'est peut-être vous qui les causiez, parce qu'à un moment donné, voilà, en plus, je connaissais très bien cette famille, et effectivement, c'était une famille à emmerdes, et c'était des emmerdeurs eux-mêmes. Oui. Donc, à Est-ce un qu'ils moment ont donné, entendu, du coup, ce que tu leur as dit, ou est-ce qu'ils ont dit, oh, lui aussi, il nous emmerde? voilà, lui aussi nous emmerde et ils m'ont banni de leur carnet d'adresse. Voilà, bon, voilà, il y a des gens Oui. comme ça Mm. qui refusent et qui sont complètement dans le déni. C'est jamais leur faute. C'est pénible ces gens-là. Bon, voilà, ça existe. Et toi, dans tes relations donc avec ton entourage, tes amis, parce que tu as changé donc géographiquement, mais de pays aussi, donc même si tu as certainement gardé des liens avec des anciennes connaissances ou des anciens amis, forcément, le tissu relationnel, tu l'as recréé sur place. Est-ce que tu as vu un changement dans tes rapports avec les autres, dans tes relations avec les autres? Absolument, ça a commencé par moi-même. J'étais moi-même le vecteur de ce changement. Oui, Donc, quand tu commences de zéro, le plus compliqué, c'est de te créer une vie sociale. Et pour moi, le meilleur moyen de se créer une vie sociale très rapidement, parce que c'est vrai que si tu viens seul dans un pays, loin de tout, de toute la famille, de tes amis, se créer une vie sociale, pour moi, c'était super important. Je suis quelqu'un de très social, très sociable, j'ai besoin des gens. Eh bien, j'ai vite trouvé une solution, et d'ailleurs, c'est ce que je conseille à tous ceux qui me regardent maintenant. Si oui, vous voulez développer votre vie sociale, vous oui, savez quoi? Il y a un tuyau exceptionnel. Repérez toutes les associations qui sont dans votre région et donnez de votre temps dans des associations. oui.
et des associations qui vous parlent, bien entendu, pas n'importe laquelle. Et le fait d'être actif dans une association te fait rencontrer des gens de l'association, Oui. te fait rencontrer des gens qui viennent dans l'association ou participent à des activités. Donc tu découvres les gens, tu découvres la région, tu découvres l'état d'esprit. Et je me souviens que les 5 premières années où j'étais ici, j'étais extrêmement actif dans 5 ou 6 associations différentes. Et ça m'a permis, en quelques années de temps, de me faire un réseau de malades alors que je démarrais de zéro. Et puis, les valeurs, du coup, on va retrouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Donc, c'est vrai qu'on va avoir enfin, des sujets de conversation, c'est-à-dire vraiment des sujets qui nous plaisent. Donc, après, il n'y a pas besoin, du coup, de tricher. Il n'y a pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Ouais, en C'est, fait, moi, je partais du principe qu'on ne me connaît pas. Donc, puisqu'on ouais, ne me connaît pas, je vais me montrer tel que je suis vraiment. et oui, Et punaise, ça a marché. et On ouais, m'a aimé pour ce que je suis vraiment. Waouh, révélation. et oui, ouais. Et puis, ce que tu dis, c'est vraiment important, je trouve, dans le sens de se dire, avant d'être dans cette volonté de recevoir, de se dire, je vais donner aux autres. C'est-à-dire que quand vous êtes en attente en fait de recevoir quelque chose, ben, commencez par donner. Parce que donner, c'est facile finalement. Ça ne nécessite pas, on n'est pas dans l'attente de l'autre. C'est C'est le problème soi-même. de beaucoup d'associations d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans une association parce qu'ils attendent quelque Oui, chose de cette association. Ce qui, dans un certain sens, est un peu normal. C'est le but d'une association. Une association existe parce qu'elle, effectivement, aide ou véhicule un message ou comment dire, ou est dans l'action dans certains domaines de vie. C'est quelque part normal. Mais il y a des gens qui ne viennent que pour prendre, alors une association vit aussi de ce que les gens peuvent bien donner. oui, Donc, et pour moi, c'est une philosophie de vie. Si tu veux recevoir, sois déjà prêt à donner, quoi. Et oui, plus tu donnes, plus tu vas recevoir. oui. Alors, en proportion, plus tu vas être déçu aussi, hein. Attention, c'est pas Oui, parce que tu donnes que tout le monde va être à tes pieds quand on aura besoin. Parce que là, c'est souvent ça aussi, c'est que quand tu as besoin, comme par hasard, c'est le désert de Gobi. Ça aussi, c'est un fait. Mais disons que tu as beaucoup plus de chances de recevoir en donnant que si tu ne donnes pas toi-même. c'est ça. Et puis, je crois que tu as aussi une philosophie qui est de te dire, n'attends rien, comme ça, tu ne seras pas déçu en fait. Exactement. Je n'attends jamais rien. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'il faut arrêter de calculer ses actions. C'est arrêter d'être stratège dans ses actions. Oui, Je vais faire dans l'associatif parce que je vais. Tu te trompes. Tu es déjà foutu, tu es déjà grillé. Non, tu vas dans une association parce qu'elle te correspond, parce que ses valeurs ou ses actions te correspondent, parce que tu as envie d'être militant de quelque chose, j'en sais rien. Mais fais d'abord pour donner, pour découvrir, mais n'y va pas oui. pour autre chose que ça, quoi, au départ. Et j'avais envie de te poser une question parce que quand tu m'as reçue dans ton Talk Show, à un moment donné, j'ai dit une phrase. Effectivement, après, je me suis dit, mais oui, n'importe quoi. Et j'aimerais qu'on creuse dessus parce qu'à un moment donné, j'ai dit, oui, tout est possible. Et tu m'as dit, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, toi, tu penses que non, on ne peut pas dire tout est possible? Non, non, moi je ne suis pas d'accord du tout avec cette question. D'ailleurs, je suis le petit caillou dans la chaussure du développement personnel parce que autant je travaille moi-même dans cet univers de développement personnel, donc je ne crache pas dessus, Mmh. mais les dérives sont très nombreuses et les phrases, les textes, les citations sont souvent sortis de leur contexte pour devenir presque mystiques, voire magiques. Et c'est là où moi ça commence à me déranger, c'est qu'on ne devient plus maître de notre vie, ça devient la magie qui s'opère, ça devient l'univers qui s'occupe de toi, et on repart dans un nouveau mouvement religieux où on a changé Dieu par l'univers, on a changé prière par demande, etc., etc. Donc quand on me dit par exemple, moi il y a des phrases que je ne supporte plus parce qu'on les dit tellement souvent qu'elles sont devenues galvaudées, comme par exemple deviens la meilleure version de toi-même, j'en peux plus. J'en peux plus qu'on dise ça. Ok, deviens la meilleure version de toi-même. Ok, super. Ok. Mais pareil pour ce que tu viens de dire, tout est possible. Arrêtez. En fait, cette phrase, elle a démarré parce qu'elle est issue de la PNL, où on te suggère d'imaginer. Et si tout était possible, quelles actions ferais-tu maintenant pour pousser les gens à l'action? Or, comme c'est sorti de son contexte, tout est possible. Je suis désolé, à 49 ans, je rêve d'aller sur la Lune, je n'irai jamais sur la Lune. Ne me dis pas que tout est possible. Merde. Mais Voilà. oui, mais non, mais j'adore parce que tu sais, au moment où je l'ai dit au cours de ce Talk Show, je me dis, mais t'es bien bête, quoi. Tu sais, parce qu'effectivement, c'est
c'est des phrases, tu vois, qu'on sort comme ça. Et je trouve que il y a l'importance des mots. Et effectivement, il y a des phrases qui peuvent être dites dans certains contextes, sorties de leur contexte. Après, ça ne veut plus rien dire. Et voilà, j'avais envie de t'entendre là-dessus parce que je te rejoins sur le fait de voilà, notre responsabilité d'action. Et aussi que, effectivement, moi, je pourrais pas être à côté de Thomas Pesquet pour aller. Voilà, il y a des choses, tout Oui, n'est pas possible. au mieux, tu pourras le rencontrer à Toulouse. Mais Hein, j'aurais pu le rencontrer à Bordeaux parce que j'ai une amie qui a mangé dans le même restaurant que lui il n'y a pas très longtemps. J'étais dégoûtée. Mais oui, effectivement, je pourrais le rencontrer. Mais donc voilà, il y a des choses comme ça dans le développement personnel qui m'agacent parce que ça devient des phrases presque mystiques, oui, voire ésotériques. oui, Euh, on ésotérise beaucoup trop le développement personnel alors que ça n'est pas. Et effectivement, beaucoup de choses sont sorties de leur contexte et parties de là, ça ne veut plus rien dire. Je veux dire, voilà, je pourrais te parler des heures aussi à propos du secret aussi. Hein, voilà, je pourrais oui. voilà. Mais c'est pas le but de démonter le secret, quoique j'adore faire ça. Mais c'est juste le contexte. Voilà, vous voyez le contexte dans lequel les choses sont dites, parce que parfois on dit des choses et c'est très décevant parce que si tu dis que tout est possible, alors que ça ne l'est pas, ben, tu ne fais qu'une chose, c'est développer un manque de confiance en toi, ou en tout cas de la défiance par rapport au développement personnel, ou pire, par rapport aux gens qui t'ont dit que c'était possible. Donc je suis très vindicatif par rapport à ça. Ouais. Et justement, sans partir sur l'histoire du secret, parce qu'on sortirait effectivement du contexte de notre rencontre, sur justement, par exemple, des outils qu'on peut utiliser en communication pour améliorer nos communications, comme la communication non violente, par exemple, avec certaines étapes à respecter, à suivre pour… Est-ce que, quel est ton avis sur la question? Est-ce que tu penses que ça peut marcher avec tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des personnes où manifestement, tu parlais tout à l'heure de tes voisins, des anciens voisins, c'est des emmerdeurs, c'est des emmerdeurs. Est-ce qu'il y a moyen de, d'améliorer les choses avec des outils de communication avec tout le monde? Ou est-ce que manifestement, des fois, c'est pas possible? Non, non, c'est pas possible. Je ne pense pas que les outils soient applicables à tout le monde. Et quand quelqu'un n'a pas envie de se faire aider, tu peux faire ce que tu veux, tu peux danser sur la tête et faire des pirouettes, ils ne changeront pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est qu'il y a des gens qui sont très bien, et il y a des gens qui se victimisent et qui adorent ça. Il y a des pervers narcissiques qui adorent ça, et s'ils n'ont pas envie de changer, tu peux venir C'est avec ça. une boîte à outils, un tank, un char, des missiles, ça ne changera rien. En revanche, ce que je pense, c'est que il existe dans l'univers du développement personnel une multiplicité d'outils, de protocoles qui permet à tout à chacun de trouver sa voie ou de trouver sa Oui. sensibilité. Que tu appelles ça la PNL, la CNV, l'Ho'oponopono, et puis tu peux parler de FT, etc. Peu importe. En fait, je pense que, j'ai envie de dire, peu importe l'outil pourvu que ça marche avec toi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils à notre disposition, c'est justement une fenêtre ouverte vers le changement et qui te permettent d'accueillir le changement. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, il y a tellement de possibilités de changement, tellement d'outils, tellement de protocoles qui sont à disposition. Si tu as envie de changer, tu n'as pas d'excuse pour ne pas changer. Oui, c'est Euh, ça. Mais donc, soi-même, pas attendre que l'autre forcément réponde à notre demande. ça n'arrivera jamais. Oui, Personne ne va le faire pour toi. Personne. Et puis personne ne peut de toute façon. oui, 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 c'est ça. Parfois, on peut se tromper dans une relation amoureuse. Parfois, on peut faire l'erreur d'aimer l'autre et on se dit je vais l'aider à. Mm, La relation commence déjà sur une mauvaise base. Désolé, ça marche pas. On ne rentre pas dans une relation amoureuse pour aider l'autre. Ça marche pas. C'est pas possible. ben, sinon, effectivement, il va y avoir à un moment donné un déséquilibre qui peut être effectivement préjudiciable pour les deux. Et sur les différents outils, je te rejoins sur le fait que je vois trop de gens en fait qui ont soi-disant l'outil magique pour améliorer leur communication et qui ne vont vivre que à travers cet outil en te disant c'est l'outil merveilleux qui te Et permettra de… ça, c'est quelque chose qui me dérange aussi, c'est que justement, l'être humain est tellement complexe que tu ne peux pas le réduire à un outil. Et c'est pour ça que je pense que l'équilibre, c'est aussi à pouvoir identifier que si un outil ne fonctionne pas, en fait, il ne faut pas être esclave de son outil. C'est ça. Ouais. Et je pense que beaucoup de praticiens sont esclaves de leurs outils et ça les rend aveugles. En fait, tu sais quoi? Le meilleur outil qui existe,
Quand j'ai fait mon master en coaching, je suis tombé dans le même piège. C'est-à-dire que, et beaucoup de gens qui nous écoutent, peut-être toi aussi, Virginie, tu vas reconnaître ça, fort de mon master en coaching, tu viens, tu fais tes premiers coachings, et en fait, tu réfléchis à tous les outils que tu peux utiliser. Je vais lui donner ça, je vais lui faire ça. Et en fait, tu ne te rends pas compte que tu n'es déjà même plus en train de l'écouter. Eh oui. Tu es tellement en train de réfléchir de je vais venir avec un marteau, je vais venir avec un tournevis, je vais avec un petit. Mais en fait, c'est même pas ça le problème. Et tu n'as pas écouté, tu es à côté de la plaque. Je vais te dire, moi, le meilleur outil qui existe. Le meilleur outil qui existe par-dessus tous, et ça, c'est un outil universel, c'est de sincèrement t'intéresser à l'autre, l'écouter pour le comprendre. Commence par cet outil-là. Et en fait, tu n'as plus besoin d'autres outils. En fait. Ça commence déjà par ça. Parce que les outils que tu maîtrises, ils vont venir tout seuls. Tu n'as même plus besoin de dire que c'est un outil. Ils sont en toi. Tu les as intégrés. Tu n'as même pas besoin de dire que c'est l'hypnose. Tu n'as même pas besoin de dire que c'est la PNL. Tu n'as même plus besoin de dire que c'est la CNV. Le plus bel outil qu'un être humain ou un professionnel peut avoir, c'est de réellement s'intéresser à l'autre et de l'écouter pour réellement l'entendre. Ça commence par ça, à mes yeux. Ouais. Et ce que tu dis, ça résonne vraiment en moi parce que moi, je ne suis pas coach. Je n'ai pas de certificat. Alors, je ne propose pas de coaching. Hein. Je suis professeure des écoles. J'ai enseigné pendant 15 ans. Tu vois, je suis en processus de reconversion professionnelle. Et je disais tout à l'heure en introduction que j'étais créatrice du podcast Osmose, qui, au moment où cette interview va être diffusée, le podcast aura déjà commencé sa diffusion. J'ai réalisé une trentaine d'interviews. Et sans être coach, en fait, j'ai été stupéfaite de la puissance en fait, de ces interviews parce que j'ai eu un retour. Mais j'en étais extrêmement émue des personnes qui venaient me dire ce que je leur avais apporté, alors que je n'imaginais pas leur avoir apporté quoi que ce soit. Je pensais plutôt que c'était moi qui allais recevoir. Enfin, voilà, je ne pensais pas. Et qui m'ont dit, mais par ton écoute, j'ai pu dire des choses que je n'avais dites à personne et ça m'a permis de voir le chemin parcouru. Et j'ai été scotchée parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est-à-dire je n'ai pas cherché à utiliser des outils parce que ce n'était pas l'objectif d'utiliser des outils. Et il y a eu cet échange voilà, merveilleux. Et c'est là où je me suis dit, moi qui étais tout le temps dans la recherche, tu vois, de se dire, il faudra que je fasse une certification, il faudra. Mais pour l'instant, je me dis, ce n'est pas la prochaine étape. L'étape d'abord, c'est voilà, d'écouter et de se mettre au service des autres. Et c'est ce que j'essaye de faire par ces interviews, de me dire, moi, j'apprends tellement de ces moments de partage que j'ai envie, bien que le plus de monde soit au courant. Et les choses que tu nous as partagées aujourd'hui, vraiment, elles me touchent énormément parce que, déjà, parce que j'ai été très touchée par ta personne, ta personnalité que j'ai appris à te découvrir. Et ce côté voilà, optimiste et en même temps réaliste, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'optimisme utopiste ou je ne sais pas comment on pourrait dire. On appelle ça de l'optimisme BA. Ah ben voilà, donc on n'est pas dans l'optimisme BA. On est dans… C'est ce fameux optimiste contemplatif où tu dis que demain tout ira mieux, mais tu changes rien dans ta propre vie. Voilà, où tout est possible et j'ai rien à faire. Voilà. C'est ça. Donc, c'est de remettre de la responsabilité dans nos actions et se rendre compte qu'on est, on est quand même voilà, à la source des choses qui se passent dans notre vie, même si on n'est pas responsable de notre environnement. Écoute, on arrive vers la fin de l'interview. Est-ce que déjà. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager aux gens voilà, que tu aurais envie de leur dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit Ben oui, parce que si nos auditeurs veulent avoir de la chance dans leur vie, s'ils veulent réussir leur projet, je leur suggère d'échouer souvent. Oui. Je crois qu'il y a une conférence, non, que tu… Oui, tout à fait. Pour réussir, oser échouer. Hein, pour réussir, oser échouer. C'est la conférence qui s'appelle comme ça. En fait, si tu échoues, ça veut dire que tu as fait une tentative. Si tu échoues souvent, ça veut dire que tu as fait beaucoup de tentatives. Et après chaque échec, tu modifies un paramètre qui fait que tu vas réussir. En fait, le point commun entre les gens qui réussissent plus que la moyenne sont les gens qui tentent et qui se trompent plus souvent que les autres. Et il faut vraiment changer son regard et sa relation avec l'échec et de vous dire que l'échec fait partie du succès. Donc, échouez souvent si vous voulez souvent réussir. En proportion, alors tout ne va pas réussir, d'accord ? Il y aura des choses qui tomberont à l'eau. Mais ces choses qui tomberont à l'eau deviendront des leçons pour des projets suivants. Oui, c'est ça. Mais proportionnellement, si tu veux réussir beaucoup de choses, échoue encore plus souvent que ça. Ouais. Échouer et puis
moi je le vois dans mon parcours aussi, c'est d'accepter les feedbacks, ce que les autres peuvent nous dire et de ne pas le prendre comme un jugement. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut se sentir jugé par les autres, mais de se dire, ah mais quelle chance, cette personne, elle me dit ça, elle me donne la chance, la possibilité de pouvoir modifier, comme tu disais, un paramètre. Et ça, c'est aussi très important. Merci beaucoup, Michel. Exactement. Merci à toi, Virginie. Si vous avez aimé cette entrevue, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si Alors, vous... moi, je vais cliquer, j'ai aimé. Ah oui, puis je sais que tu suis ma chaîne YouTube, donc voilà, je sais, voilà, c'est un grand plaisir. D'ailleurs, en parlant de feedback, il faut quand même que je vous dise tous que le jour où je suis passée je reviens dans le Talk Show de Michel, en direct, il est allé voir ma chaîne YouTube, il m'a dit, au fait, là, il faudrait que tu cadres un petit peu différemment, que tu te mettes soit un tir à gauche, un tir à droite, tu montes un peu, Et dès la vidéo suivante, j'ai écouté ses conseils et Michel est venu voilà, commenter ma vidéo en me disant super le cadrage. Et je lui ai dit, tu sais, à chaque fois, je pense à toi. donc voilà, merci pour ce Bravo à moment. toi. Bravo à Ouais. toi. Si vous trouvez que cette vidéo peut apporter de la valeur à une personne de votre entourage, n'hésitez pas à la partager ou même à lui envoyer directement. Sentez-vous libre de partager ces entrevues. Et si vous voulez encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site virginiechastel.fr. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Surtout, prenez soin de vous. Très belle journée à toi, Michel. À très bientôt et prends soin À de toi très aussi. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.